bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse dans cette semaine spéciale Union africaine dont les travaux ont débuté ce 10 juillet à Kigali, la capitale rwandaise. Et le dossier du jour s'intéressera à la libéralisation du ciel africain. Et l'info du jour évoquera le successeur de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Les prétendants sont nombreux. Lequel saura faire la différence? Nous en discuterons dans cette émission. Et puis nous parlerons également de la Tunisie, pays qui a du mal à gérer son après-révolution. Le président a donc proposé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et ils sont avec nous autour de ce plateau, nos éditorialistes Alfred Chango. Alfred, ravi de vous accueillir. Mais c'est un ravissement réciproque, Amira, ça faisait longtemps. Donc très heureux de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis merci de leur accueil. Gracien Rokindikiza, Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Samuel Gembok. Samuel, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est l'un des enjeux du sommet de l'Union africaine qui se tient actuellement à Kigali, la capitale rwandaise, l'élection d'un nouveau président à la tête de la commission de l'organisation, un président qui succédera donc à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Et beaucoup de nous circulent. C'est un reportage d'Oliva Jacotan. Le bilan de Mme Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine est mitigé, mais elle n'est pas la seule responsable de ce fait. C'est l'essentiel des arguments des invités du 4e débat télévisé de la chaîne Africa 24. Une émission qui s'est déroulée le 13 juillet 2016 à Kigali au Rwanda, en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Pendant 1h30, ils ont planché sur le thème « Quel bilan pour Mme Zuma et quel est le profil idéal pour lui succéder à la tête de la dite commission ?» La réussite de Mme Zuma, pour les uns, réside dans sa forte implication dans la lutte contre Ebola et pour les autres, son échec est surtout dans le domaine de la résolution des crises. La crise qui a déchiré le Burundi depuis avril de l'année dernière, il y a eu pas mal de réunions, pas mal de décisions qui ont été prises, mais toujours l'application de toutes ces décisions prises, il n'y a rien sur le terrain. La réaction aux événements. C'est clair, nous avons parlé du Burundi tout à l'heure, mais est-ce que vous savez que pendant toute la période en fait, où le virus Ebola faisait des ravages en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine avait le plus gros contingent sur le terrain. Nous avons déployé en l'espace d'un mois plus d'1 millier de médecins. La succession de Dlamini Zuma se joue donc au cours du sommet de Kigali. Pour les invités du débat, les tests de l'Union africaine doivent subir un réel toilettage afin de donner un sens au mandat de la Commission. Aussi, le nouveau président de la Commission devrait être une personne charismatique, ambitieuse et soucieuse de l'autonomie financière de l'institution. Il faudra réformer en profondeur l'Union africaine, assurer son autofinancement et assurer que la personne successeuse de Mme Zuma mette en place un programme sur les grandes questions comme la sécurité, la paix, le commerce, l'industrie. Le plus important, on a besoin d'un candidat ou d'un chef ou d'une cheftaine qui va continuer sur la lancée. Donc continuer les réformes, la réforme institutionnelle qui est en cours, la réforme des systèmes administratifs qui touche presque à sa fin, et ensuite la réforme du système de financement. Les experts ont déjà pu débattre au cours des 4 débats sur les 9 prévus par Africa 24 dans le cadre de ces émissions spéciales sur l'Union africaine. Soulignons que la problématique des droits de l'homme et de la femme, point focal du sommet de Kigali, sera abordée sur Africa 24 dans son dernier débat le 10 juillet 2016. L'heure est donc au débat, enfin au bilan, j'ai envie de dire, le bilan de Mme Dlamini Zuma. Alfred, vous allez ouvrir donc ce débat. Comment avez-vous jugé justement son dernier mandat? A-t-elle été à la hauteur de tous les défis qui entourent le continent? Et on sait combien ils sont nombreux. Amira, je pense que Dlamini Nkosazana Zuma est arrivé à un moment charnière au niveau de l'Union africaine. Qu'on se souvienne qu'elle a succédé à Jean Ping et l'Afrique était dans la turbulence de l'affaire libyenne, par exemple, après la révolution tunisienne, et qu'il fallait non seulement assurer la continuité, mais essayer de renouveler
vieille institution, enfin qui a les rouages un peu rouillés complètement. On sait qu'avant cela, l'ancien président malien, qui avait été l'un des premiers justement à ce poste-là de président de la commission, avait démissionné finalement lorsqu'on lui avait demandé de prolonger. Il l'avait fait une fois. Disons qu'il y a beaucoup d'entraves à l'efficacité de l'action de la Commission de l'Union africaine. Et lorsque j'entends dire qu'il faut une personnalité de poigne, je dis mais ça sera toujours pareil puisque la décision finale revient aux chefs d'État africains. Tant qu'ils ne renonceront pas à un certain nombre de leurs prérogatives, le président de la Commission ne sera là que pour assurer les affaires courantes et puis sans avoir de pouvoir de décision. Elle a fait ce qu'elle a pu à la tête de cette commission, mais comme elle n'avait pas toutes les clés, elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Et je pense effectivement que ce qu'elle avait prévu pour redynamiser la Commission, les changements qu'elle voulait voir intervenir, notamment sur la question du suivi et de l'application des décisions qui étaient prises, ça peut être l'un des enjeux du nouveau secrétaire qui sera élu prochainement. Gratien, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alfred? Madame Dlamini Zuma n'est pas forcément responsable des différents échecs qu'a connus l'Union africaine ces dernières années? Il faut dire que c'est elle qui dirigeait, disons, l'Union africaine ou la Commission. Donc, s'il y a eu des échecs, les échecs incombent aux responsables, celui qui était, disons, à ce poste. Pour moi, il y a une partie de l'échec de l'Union africaine qui lui incombe, parce qu'on a vu notamment la place de l'Afrique n'a pas été vraiment celle qu'elle devait prendre. On a vu notamment tout ce qui s'est passé en Centrafrique, même la continuité en Libye, ou même la crise actuelle au Burundi. C'est-à-dire que si elle dirige la Commission de l'Union africaine, donc elle doit aller vers de l'avant, elle doit aller voir les chefs d'État, elle doit convaincre. On sait bien, on peut revenir même au niveau des gouvernements. Celui qui est au pouvoir doit convaincre les députés pour voter pour une loi. Elle, c'est comme si elle était Premier ministre d'un gouvernement de l'Union africaine. Donc c'est à elle de convaincre les chefs d'État. On l'a vu. Moi, j'avais l'impression qu'elle était plus tournée vers la politique intérieure de l'Afrique du Sud, vraiment, qu'à l'Afrique tout entière. On lui prête d'ailleurs des intentions présidentielles. Oui, qu'elle va être candidate, oui. Alors Samuel, peut-être un mot sur les prétendants. Il y en a trois candidats officiels, un équato-guinéen, Agapito Mbaye Mokuy, la botswanaise, Madame Venson Montaille, et l'ougandais Speciosa Wandera Kazimbe. Mais il y a d'autres noms qui circulent. L'ancien président, le président tanzanien Kikwete et le ministre des Affaires étrangères algérien. Selon vous, quelle serait la personnalité qui vous semblerait la plus à même de prendre la tête de cette commission ? Oui, Amira, toutes ces personnalités ont les compétences nécessaires pour exercer cette fonction. Maintenant, tout dépendra de la vision et le leadership que cette personne va incarner. Je suis d'accord avec Gratien sur la capacité diplomatique à convaincre les chefs d'État et de gouvernement. Mais pour revenir très rapidement là-dessus, je pense que Madame Zuma a modernisé l'institution, les organes de la Commission, notamment le fonctionnement. Cette vaste restructuration, si elle arrive à son terme, va contribuer à sélectionner les fonctionnaires les plus qualifiés par les méthodes qui sont mises en place. Maintenant, sur les différents candidats, je pense que tous ont la possibilité de pouvoir diriger. Encore faudra-t-il avoir la personnalité, avoir une vision globale sur les enjeux africains et ensuite développer cette capacité à infiltrer les cabinets ministériels, les cabinets présidentiels pour susciter l'adhésion des différentes positions. Parce qu'il faut le rappeler, les chefs d'État viennent prendre des décisions, mais ce sont les techniciens, les conseillers techniques, les experts qui travaillent pour les gouvernements qui influencent cette décision parfois. Et signature ce mercredi 13 juillet de l'accord de Carthage à Tunis, la capitale tunisienne, en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale sur proposition du président Béji Caïd Essebsi. Cette initiative a rassemblé au palais présidentiel les partis Nida Tounes et Ennahda, ainsi que les deux puissants partenaires sociaux que sont UTICA et UGTT. C'est un sujet qui nous a été préparé par Corinne Kamdem. Signature de l'accord de Carthage ce mercredi 13 juillet à Tunis.
un document censé ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement d'union nationale tunisien. Ce projet porté par le président Béji Caïd Essebsi a été signé au palais présidentiel par les 4 partis au pouvoir, dont Nida Tounes et Ennahda, le patronat Utika, le syndicat UGTT ainsi que des partis politiques favorables à l'idée d'un changement du gouvernement. Principale ombre au tableau, l'absence d'Habib Essid à cette cérémonie. Il y a un vrai problème d'efficacité du travail gouvernemental, pas seulement pour ce gouvernement actuel, mais pour tous les gouvernements qui se sont succédés depuis la révolution en Tunisie. C'est pour cela que les hommes et les femmes qui aiment l'avenir de ce pays sont en train de se réunir actuellement pour proposer un vrai plan de croissance, de développement, d'emploi. Le problème étant posé, il ne faut surtout pas sauter directement au cou du Premier ministre, puisque le système est plutôt parlementaire que présidentiel. Or, le seul habilité à changer de gouvernement, c'est le Parlement. La Tunisie est régie par un système majoritairement parlementaire. De ce fait, la mise en place du nouveau gouvernement national impliquerait que le Premier ministre Habib Essid démissionne ou que son gouvernement actuel soit dissolu. Son absence à cette cérémonie marquerait donc la rupture entre le Premier ministre et le président tunisien. La manière de traiter le Premier ministre sortant est une manière inélégante. Il l'a ressenti comme une humiliation, d'où une certaine forme de rébellion qu'il a manifestée en essayant de tenir tête à Béji Caïd Essebsi. L'accord de Carthage résumerait les priorités du prochain gouvernement, notamment la lutte contre le terrorisme, la corruption, le développement et l'emploi des jeunes, sans oublier l'élaboration d'un plan stratégique pour booster l'économie des secteurs en difficulté. Grâce à un gouvernement d'union nationale, c'est ce dont a besoin aujourd'hui la Tunisie ? Je ne pense pas. Je ne suis pas partisan des gouvernements d'union nationale, surtout dans un pays où il y a une crise. Mais la crise en soi, en Tunisie, je pense qu'il y a plus la crise au niveau des politiciens qu'au niveau de la société tunisienne. On a les Tunisiens qui sont, disons, dans une certaine évolution, ils travaillent, sont des grands travailleurs, il y a beaucoup d'intellectuels, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Mais au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir, au niveau des politiciens, il y a un problème. Une classe politique qui ne serait pas à la hauteur ? Oui, et le fait de se mettre, ce n'est pas le fait de se mettre ensemble, former un gouvernement d'union nationale où il y a les politiciens, où on retrouve un accord signé par même les syndicats, le patronat, c'est comme on mélangeait tout, on va faire les bêtises ensemble, personne ne va critiquer. Il faut qu'il y ait un contre-pouvoir pour moi, il faut qu'il y ait les partis de l'opposition, il faut que les syndicats des travailleurs soient en dehors d'un accord pour un pouvoir, pour que ce syndicat défende les intérêts des travailleurs. Sinon, on va se retrouver avec une classe dirigeante, le patronat, les syndicats et le peuple, sans qu'il y ait quelqu'un pour défendre ce peuple. Samuel, la Tunisie est rentrée dans une période très critique avec la détérioration des indicateurs économiques, la menace croissante du terrorisme. Le chemin est encore long pour ce pays qui se remet lentement de sa révolution. Oui, le chemin est encore très long. Je pense que la solution, ce n'est pas la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et s'il y a des ambitions politiciennes derrière qui visent à écarter le Premier ministre, c'est encore lamentable. Je pense que le plus important, c'est de garder son sang-froid face à ces turbulences que traverse la Tunisie. La leçon que l'on doit retenir une fois pour toutes, c'est de savoir que la longévité au pouvoir est toujours un problème majeur pour le pays, que ce soit une longévité qui prend son terme à la suite d'une révolution ou à la suite d'un coup d'État, il y a toujours une fracture qui est difficile à régler. Donc là, en ce moment, il va falloir que le peuple soit patient et que les responsables politiques se montrent à la hauteur des enjeux. Oui, Alfred Samuel l'a rappelé, un grand absent lors de cette réunion, c'est bien évidemment le Premier ministre, quelque chose d'assez étonnant quand même. Oui, on peut s'en étonner, mais en même temps, je pense que contrairement à ce que mes confrères disent, je pense que les circonstances de l'histoire peuvent faire qu'à un certain moment, il y ait cette nécessité justement d'un gouvernement d'union nationale. Et là, en l'occurrence, face aux turbulences que traverse la Tunisie, je pense que pour un certain temps, puisqu'évidemment ce n'est pas un gouvernement appelé à être pérenne, pour un certain temps,
je crois que l'union nationale est nécessaire face vraiment à ces enjeux fondamentaux du redressement de la Tunisie face au terrorisme, aux défis économiques, aux défis sociaux. Je crois que c'est nécessaire. Maintenant que le Premier ministre boude cette réunion, le fait que tous les partenaires, même ceux qui ont été critiques vis-à-vis du premier gouvernement d'Ennahda, se retrouvent autour de la table ensemble pour dire... Il y a quelques partis qui ont refusé, le parti par exemple de l'ancien président Marzouki, naturellement, qui a refusé, le parti de gauche aussi, ne se sont pas retrouvés là-dedans, mais c'est tout à fait normal. Et je pense effectivement que pour sortir la Tunisie vraiment de ce gouffre-là, il faut aller dans ces sens-là. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.